Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc, lui, céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau. Ce fameux panneau, ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un 3e cas très important et que vous oubliez souvent. Le 3e cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir
qu'un véhicule sort d'une voie privée? Ben, en regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée. Et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation, ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée. Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, première chose. Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Je m'arrête à l'implantation du feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle un sas vélo. Un sas vélo est en fait délimité par 2 lignes pointillées avec à l'intérieur un marquage au sol représentant des vélos. Donc, la première ligne concerne les vélos. Les vélos doivent s'arrêter à cette ligne-là au feu rouge. Par contre, les véhicules motorisés doivent s'arrêter à la deuxième ligne, c'est-à-dire la ligne qui a derrière. Donc ici, je ne m'arrête pas à l'implantation du feu, mais je m'arrête à la deuxième ligne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, tu vois, pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route. Comment savoir sur quel type de route je roule en général? Eh ben, on regarde les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche? Ben, on voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là, on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Je place mon pied. Réponse A. Devant la pédale de frein. Réponse B. Devant la pédale d'accélérateur. Alors ici, vous voyez, il y a un véhicule blanc qui arrive par la droite. Cependant, il a un stop. Donc, j'ai la priorité. Par contre, il est possible que la personne ne nous ait pas vus. Donc, au cas où, on anticipe par mesure de sécurité et on met son pied devant la pédale de frein. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an.
Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 8. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a 2 choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 9. Je vais tout droit. Le véhicule vert est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on est sur une intersection. Alors bien sûr, ici, le véhicule vert ne va pas être prioritaire. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il va empiéter sur ma voie. C'est ma voie, c'est pas sa voie. Donc, s'il veut aller sur une autre voie, même s'il ne fait que la couper, il doit me céder la priorité sur ma voie. Autre chose, vu que ce véhicule veut tourner, je me situe à sa droite. Il y a en plus de ça une priorité à droite. Donc, pour ces 2 raisons, le véhicule vert n'est pas prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 10. J'augmente ma distance de sécurité car... Réponse A. Il s'agit d'usagers vulnérables. Réponse B. Il s'agit de policiers. Alors, comme toujours, lorsqu'on a des usagers vulnérables devant nous, on augmente notre distance de sécurité. Donc, on n'augmente pas notre distance de sécurité parce que ce sont des policiers. C'est parce que ce sont des usagers vulnérables. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de... Réponse A. 70 km/h. Réponse B, 80 km/h. Réponse C, 90 km/h. Réponse D, 100 km/h. Alors, pour répondre à cette question, tu dois déjà connaître 2 notions très importantes. Des notions de cours, qui sont les étendues de prescription pour les panneaux d'interdiction et également la vitesse maximale autorisée selon les types de routes. Alors, commençons déjà par les étendues de prescription des panneaux d'interdiction. Comme tu le vois ici, on a un panneau de fin d'interdiction de limitation de vitesse à 70 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regarde bien cette petite animation. Si tu vois ce panneau, ça veut dire que avant, il y avait ce panneau d'interdiction. Donc, entre ces 2 panneaux, la vitesse maximale autorisée est de 70 km/h. Mais qu'est-ce qui se passe après le panneau de fin d'interdiction ?
après le panneau de fin d'interdiction, la vitesse maximale autorisée dépendra de la vitesse réglementaire selon les types de routes. Alors, des types de routes, t'en as plusieurs. T'as les autoroutes, tu as les routes à chaussée séparées, tu as les routes à double sens de circulation avec créneaux de dépassement, et enfin, tu as les routes à double sens de circulation. Et c'est le cas ici. On est dans une route à double sens de circulation. Et quelle est la vitesse réglementaire maximale sur une route à double sens de circulation ? Eh bien, c'est 80 km/h. Donc, pour répondre à la question, après ce panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 80 km/h parce qu'on aura passé le panneau de fin d'interdiction. La bonne réponse est donc la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation, je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 13. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16. Les femmes enceintes sont dispensées du port de la ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est vraiment très facile. Donc effectivement, les femmes enceintes ne sont pas dispensées du port de la ceinture de sécurité, à moins qu'elles aient une dérogation écrite par un médecin agréé. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Ce véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le pictogramme qui représente que ton véhicule dispose du système de surveillance de la pression des pneus, ou SSPP, c'est ce pictogramme. Alors, si tu remarques bien sur l'image, là, qu'il y a, sur cette étiquette qui est affichée sur la portière, il y a ce fameux pictogramme qui indique donc que ton véhicule dispose bien de ce système. Alors, ça va même plus loin que ça. Regarde bien ce que dit l'étiquette. Alors, à gauche, en jaune, il y a ce fameux pictogramme. Et ce pictogramme pointe vers un livre avec la lettre I. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, si tu veux savoir ce que c'est que le système de surveillance de la pression des pneus, lis le manuel du véhicule. Et regarde juste à droite. Juste à droite, tu as deux encarts. En haut avec le numéro 1, en dessous avec le numéro 2. En fait, cette étiquette t'explique comment fonctionne, comment utiliser ce système. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit, tout d'abord, numéro 1, tu dois effectuer la pression de tes pneus. Ensuite, en numéro 2, regarde bien, il y a ce pictogramme avec le mot 7, c'est-à-dire initialisation, et en dessous, tu as le tableau de bord avec un petit doigt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles réinitialiser la pression de tes pneus sur le tableau de bord. Alors, comment on fait ? Quand tu es sur ton tableau de bord, tu vas donc sur le menu du véhicule, sur Reset détection de sous-gonflage. Donc là, l'ordinateur te demande si tu as bien fait la pression des pneus. Tu dis oui. Et là, tu vois qu'il est marqué pression des pneus enregistrée. En fait, ce qui vient de se passer, c'est que l'ordinateur vient d'enregistrer la pression de tes pneus. Et si un jour un de tes pneus se dégonfle, ton ordinateur va afficher ce pictogramme sur le tableau de bord. Parce qu'il va te dire, attention, la pression que tu as enregistrée n'est pas du tout la même que celle que je mesure. Donc, il va falloir regonfler les pneus. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Le contrôle du niveau de liquide de refroidissement se fait. Réponse A, moteur chaud. Réponse B, moteur froid. Réponse C, moteur à l'arrêt. Réponse D, sur sol plat. Alors, le contrôle du niveau du liquide de refroidissement va toujours se faire moteur froid, moteur à l'arrêt et sur sol plat. Les bonnes réponses ici sont les réponses B, C et D. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 19. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D. Alors, comme vous le voyez ici, la signalisation indique un panneau de fin d'interdiction de vitesse maximale de 70 km/h. Donc, après l'implantation du panneau, je peux rouler à la vitesse maximale réglementaire. La question ensuite, c'est mais quelle est la vitesse maximale réglementaire ? Alors pour ça, je vous incite fortement à aller dans l'information. Vous avez toutes les informations concernant la vitesse maximale réglementaire selon les types de routes. Alors ici, on est hors agglomération, sur une voie à deux voies en double sens. Donc la vitesse maximale réglementaire est de 80 km/h. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Il pleut et je roule à 50 km/h. Le temps de réaction est donc réponse A, plus court, réponse B, plus long. La distance d'arrêt est de réponse C, 37,5 mètres, réponse D, 25 mètres.
Alors, il faut savoir que les conditions climatiques n'impactent pas sur le temps de réaction. Ce qui va influer sur le temps de réaction, ça va être la fatigue, ça va être votre inattention, par exemple si vous êtes sur votre téléphone portable, et surtout, ça va être la consommation de substances psychoactives, comme les médicaments ou des substances stupéfiantes. Alors, concernant la distance d'arrêt, alors là, je sais que beaucoup se sont trompés à cette question. Je le sais parce que je suis enseignant de la sécurité routière, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous pensez que vous connaissez le code, mais vous connaissez pas le code. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a 40% de taux d'échec. Hein. Alors, ici, il pleut. D'accord ? Donc, il y a une différence entre la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, en fait, au début, on la calcule de la même manière. À gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, comment on calcule la distance d'arrêt ? C'est très simple. On prend le chiffre des dizaines, ici 5, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait 25 mètres. Mais ça, c'est seulement la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, il y a d'autres étapes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la distance d'arrêt sur sol mouillé ? On prend la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. Ici, la moitié de 25, ça va être 12,5. Et on l'ajoute à la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire 25. Ce qui nous donne 37,5 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 21. Dans cette situation, les pneus neige sont réponse A, obligatoire, réponse B, conseillé. Alors ici, comme tu peux le voir, on est dans une situation où la route est enneigée. Cependant, aucune signalisation t'oblige à mettre tes pneus neige. Les panneaux qui t'obligent à mettre les pneus neige, c'est le panneau d'obligation ou bien le panneau d'entrée de zone d'équipement hivernaux obligatoire. Cependant, on voit qu'il y a quand même une fine couche de neige sur la route. Et là, les pneus neige sont très pertinents et conseillés. Même, je dirais même, sont plus conseillés que des chaînes. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, n'oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente.
Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire, ni à manger, quoi qu'il arrive, hein, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 23. Je peux ouvrir la portière immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. En cas d'ouverture dangereuse, je suis en infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si vous regardez donc le rétroviseur, on voit qu'on a une voiture qui s'approche. Donc, est-ce que je peux ouvrir la voiture immédiatement ? Non. Ici, il va falloir attendre que le véhicule passe pour ensuite ouvrir la portière. Alors, en cas d'ouverture dangereuse, est-ce que je suis en infraction ? Oui, effectivement, vous êtes en infraction, tout simplement parce qu'il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque la manœuvre est constituée un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc ça, c'est une amende, c'est une infraction, c'est une contravention de première classe. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 24. Le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que... Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous pensez souvent que les seuls équipements obligatoires à bord d'un véhicule sont le gilet haute visibilité et le triangle de pré-signalisation. Vous devez savoir qu'il y en a beaucoup plus des équipements obligatoires. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un compteur. Vous êtes obligé d'avoir des essuie-glaces. Vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de rétroviseurs. Tout ça, fait partie également des équipements obligatoires. Par contre, ils font partie en fait du véhicule. Donc lorsqu'on parle d'équipements obligatoires pour l'examen du code de la route, on va parler effectivement du gilet haute visibilité et du triangle de pré-signalisation. Alors certes, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Par contre, vous devez savoir que vous ne pouvez pas acheter n'importe lequel. Il doit être homologué E27R. Donc faites attention quand vous l'achetez. Également, le gilet haute sécurité doit être homologué avec un marquage CE. Donc ici, pour répondre à la question, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible.
Question numéro 25. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, tu vois bien qu'il y a donc la voiture grise devant nous qui s'insère inopinément sur notre voie. Et regarde bien, il a mis son clignotant droit. Derrière nous, il y a aussi une voiture qui nous colle. Hein. On sait qu'elle nous colle parce que on voit pas ses roues. Dans ce cas-là, effectivement, la voiture de devant s'insère inopinément, donc je ralentis. Aussi, ce qui est judicieux de faire, c'est de faire ce qu'on appelle des feux stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop ? C'est comme des appels de feu de route, mais pour l'arrière. En fait, les appels de feu stop vont permettre en fait de communiquer avec le véhicule qu'il y a derrière toi en faisant des appels de feu stop. Alors, c'est quoi un appel de feu stop ? Quand tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Hein ? Donc voilà, là tu freines, ça va allumer les feux stop arrière. Et si tu freines à plusieurs reprises, ça va faire des appels de feu stop. Et ça va prévenir la voiture derrière toi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un danger. Lequel, il ne sait pas, mais il sait qu'il y a quelque chose. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 26. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein ? Qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Pour estimer mon alcoolémie, je peux utiliser un éthylotest chimique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éthylotest électronique. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, pour estimer votre alcoolémie, vous avez le choix. Vous pouvez soit utiliser un éthylotest chimique, ou soit utiliser un éthylotest électronique. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 29. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ça c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement d'abaisser quand on peut le faire sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. L'ESP permet de corriger la trajectoire automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide active à la conduite qui vous permet notamment de corriger votre trajectoire lors de la perte d'adhérence, comme on peut le voir sur la vidéo. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Je suis écomobile si. Réponse A, je roule moins vite pour consommer moins. Réponse B, j'utilise les transports en commun. Réponse C, je pratique l'écopartage. Réponse D, je désactive l'air conditionné dans ma voiture. Alors, cette question concerne le thème de l'environnement. N'oubliez pas, pour l'examen du code de la route, il y a 10 thèmes à connaître. Dans ce thème, on trouve les notions d'écomobilité. Alors, souvent, vous confondez écomobilité et éco-conduite, qui sont deux choses différentes. L'écomobilité, c'est comment je me déplace, et l'éco-conduite, c'est comment je roule. Deux concepts différents. L'écomobilité, par exemple, c'est utiliser les transports en commun, pratiquer l'écopartage, pratiquer le covoiturage. Alors que l'éco-conduite, ça va être rouler moins vite, utiliser le frein moteur, désactiver l'air conditionné. Donc, ici, je suis écomobile si j'utilise les transports en commun et je pratique l'écopartage. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 32. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche si cela est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, si tu vois bien, devant nous, on a un véhicule d'intérêt général en intervention. D'ailleurs, tu peux voir qu'il a mis les plots de sécurité.
Dans ce cas-là, lorsqu'un véhicule d'intérêt général intervient sur une chaussée, la première chose à faire, c'est de ralentir. Également, si tu en as l'opportunité, c'est de changer de voie. Effectivement, si la voie n'est pas déjà occupée par un autre véhicule. Donc ici, je me place sur la voie de gauche, si cela est possible. Donc les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 33. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues, réponse B, 3 diodes bleues. Pour des raisons de sécurité incendie, la distance de sécurité dans un tunnel entre deux véhicules à moteur est de 2 diodes bleues. La bonne réponse est donc la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 34. Je peux dépasser le véhicule gris. Réponse A, s'il roule lentement. Réponse B, dans tous les cas. Réponse C, s'il roule à allure normale. Alors, tu remarqueras que ici, il y a une ligne discontinue. Cette ligne-là, on appelle ça une ligne de dissuasion. Donc, c'est une ligne qui te dissuade de la franchir. Il est interdit de franchir une ligne de dissuasion. Par contre, il existe 2 exceptions. La première, c'est de dépasser un véhicule lent. La deuxième, c'est de se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. L'autopartage permet de diminuer le rejet de CO2, oui réponse A, non réponse B, de réduire le parc automobile, oui réponse C, non réponse D.
effectivement, l'autopartage permet la diminution de rejet de CO2 et de réduire le parc automobile. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. La rue est étroite et un camion arrive en sens inverse. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors, comme tu le vois ici, on est sur une rue à double sens de circulation. La rue est étroite et on a un camion qui vient en sens inverse. Donc dans ce cas-là, je ralentis parce qu'on est dans le cas d'un croisement qui sera difficile. Pour en savoir plus sur les croisements difficiles, je vous incite fortement à aller dans la formation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Dans cette aire de repos se trouvera réponse A, un débit de boisson. Réponse B, un hôtel. Réponse C, un restaurant. Réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi ? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Ce panneau interdit l'accès aux poids lourds, oui réponse A, non réponse B, aux véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes. Oui réponse C, non réponse D. Alors, c'est quoi la signification exacte de ce panneau ? Ce panneau est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès aux véhicules de transport de marchandises. Que leur PTAC soit supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur à 3,5 tonnes. Si tu ne sais pas ce que c'est que le PTAC, c'est-à-dire le poids total à charge, je t'incite fortement à aller te former dans la formation car tu devrais le savoir. Est-ce que ce panneau interdit l'accès aux poids lourds ? Eh bien oui. Pourquoi ? Parce que automatiquement, un poids lourd, c'est un véhicule de transport de marchandises. Sinon, ce serait pas un poids lourd. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites,
de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La prise de cannabis augmente la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de drogue en général, c'est-à-dire de stupéfiants, c'est-à-dire de substances classées comme illicites, donc vont augmenter la prise de risque et vont augmenter le temps de réaction. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 40. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A, 1 seconde, B, 2 secondes, C, 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer. Ça, vous allez voir ça dans le cours. On ne va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité,
entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.